Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce vendredi, la plénière à l'Assemblée nationale sur fond d'un constat amer. Notre système de santé ne se porte pas bien. Constat dressé devant les députés par le ministre de la Santé. Une nouvelle approche est donc proposée par le gouvernement. L'approche contractuelle, objet d'explication aux élus très attentifs à la question. Le défi de la sécurité maritime, des exercices en vue en haute mer au large des côtes togolaises. Mémo 2016, 3, le nom de l'opération a mobilisé les marines togolaises, françaises et riveraines du golfe de Guinée. Nous irons ce soir à Messo togolaise. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. On commence donc par ce constat amer du professeur Midiawa devant la députée en plénière. Ce matin, je cite, « Notre système de santé ne se porte pas bien », d'où une nouvelle approche proposée par le gouvernement et portée par le ministre de la Santé, l'approche contractuelle. Des explications détaillées ont été données aux élus, très attentionnés sur la question. Le compte-rendu de séance, Ramdan Bassina et Miavalo. Émission parallèle des bons de consultation, dysfonctionnement, réseau frauduleux, trafics illicites de tout genre, détournement des produits de soins. Le diagnostic dressé par le ministre de la Santé et de la Protection sociale est sans complaisance. Le système de santé publique togolais est délabré. Un tableau sombre qui nécessite de profondes réformes. Selon le professeur Moustapha Midiawa, les problèmes du secteur de la santé ne relèvent pas d'une question de salaire, ni de personnel, encore moins de moyens. Il s'agit bel et bien d'une affaire de gestion, d'où une nouvelle vision pour redresser la situation, l'approche contractuelle. Le système de santé ne se porte pas bien, que ce soit au niveau périphérique, que ce soit au niveau central, que ce soit dans nos hôpitaux. Il suffit d'interroger l'homme de la rue pour qu'il vous décrive une expérience malheureuse. Et c'est ce qui fait que le chef de l'État a décidé, nous a instruit de mettre en place ce qu'on appelle l'approche contractuelle. Le principe est le suivant, c'est que l'État va, après appel d'offres et après élaboration du cadre juridique et opérationnel, l'ancien appel d'offres, ce qui va lui permettre de recruter des sociétés spécialisées dans la gestion hospitalière. Mais il s'agira de sociétés ayant fait leurs preuves en la matière, avec qui l'État signe un contrat et l'État cède la gestion fonctionnelle à la société contractante. Bien évidemment, tout ceci sera élaboré en harmonie avec les règles de la fonction publique, puisque c'est des structures publiques. Donc, il s'agira d'un cadre qu'on va aménager en rappelant aux uns et aux autres leurs charges. Et puis, avec ça, nous espérons que les choses iront de mieux en mieux. La première garantie, c'est la pédagogie, expliquer ce que nous sommes en train de faire, pour dire que ce n'est destiné contre personne, mais c'est destiné avant tout au bien-être de la population. Maintenant, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, ce n'est pas destiné à ce que l'État s'enrichisse. C'est pas ça le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est que la population soit satisfaite en termes de soins. Il est clair qu'au départ, ça va nécessiter un coût. Bien évidemment, l'État s'y engagera. En d'autres termes, au fur et à mesure qu'on va avancer, les déperditions actuelles n'auront plus lieu. La productivité sera meilleure. Cette nouvelle approche passe nécessairement par un changement des mentalités. Le personnel doit suivre cette mutation qui nécessite probité, intégrité et bonne gestion des ressources. L'État compte y mettre toutes les garanties pour soutenir la société qui sera retenue. Les députés ont remué le sujet dans tous les sens pour en savoir davantage. Ils ont été visiblement convaincus par les explications du ministre. Nous avions apprécié tout ce qui est sorti de la déclaration du ministre. Et nous sommes conscients. Il n'a fait que relater les faits réels que nous-mêmes nous connaissons. Et nous avons été aussi victimes de certains actes qu'il a relatés. Et nous ne ferons que le soutenir dans la réforme qu'il envisage ou bien que le gouvernement envisage entamer. Nous apprécions cela. Il a apporté un éclairage assez important à notre lanterne
pour nos électeurs, les populations reculées que nous avons l'habitude de rencontrer. Donc, je dirais, c'est réussi. Ce qui est en train d'être opéré, c'est une chose pour essayer d'améliorer la situation. Nous ne pouvons qu'approuver ce qui se passe. Nous avons fait quelques observations. Personnellement, ma crainte est qu'on lui mette les bâtons dans les roues. Et si cela n'est pas, et que tout le monde met du sien, je pense que nous sortirons de l'ornière. Le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de l'engouement particulier manifesté par les députés à ce sujet crucial qu'est la santé des populations. Il a félicité le chef de l'État et le gouvernement pour l'intérêt constant qu'ils portent au bien-être de tous. Je voudrais, au nom de mes collègues, en tout premier lieu remercier le chef de l'État et lui adresser nos félicitations pour avoir initié la réforme que vous venez de nous présenter. Je voudrais vous remercier vous-même particulièrement, comme l'ont dit tous mes collègues, pour la qualité de votre présentation. Et je voudrais vous rassurer, vous assurer de l'accompagnement de la représentation nationale pour la mise en œuvre de la réforme dont il s'agit. Bon, les élus du peuple que nous sommes, nous savons que aujourd'hui, on a compris, mieux compris votre projet de réforme. Nous en sommes édifiés et nous allons faire le relais afin donc de diffuser dans les milieux que nous fréquentons et surtout dans nos circonscriptions électorales la nécessité de cette réforme-là. Parce que pour nous, le secteur de la santé est par excellence un secteur social vital pour notre pays. Et donc nous comprenons le souci du gouvernement de rechercher constamment à améliorer sa politique en la matière afin d'offrir aux populations togolaises un service de santé publique satisfaisant. Mention honorable donc pour l'exécutif, mais les députés ont déclaré qu'ils seront assez regardants pour la suite afin que le projet réussisse et permette de faire renaître la confiance entre les populations et les hôpitaux publics. Prochaine plénière de l'Assemblée nationale le 20 juin pour l'examen du projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à la création du corridor Abidjan-Lagos. Le gouvernement a interpellé hier déjà sur d'autres questions, les infrastructures, le transport. Et vous le savez, les travaux de réhabilitation du tronçon Saint-Joseph-Vaughan-Enfoin sont au ralenti. Pourquoi? Eh bien, les députés ont voulu en savoir un peu plus. Ils s'interrogent aussi sur les travaux de réfection de la voie de contournement de la faille d'Aledjo et surtout l'opportunité du chantier de l'aéroport de Diamtougou. Des questions adressées notamment au ministre Nissa Onyafam, présent à l'Assemblée nationale. Chassim Nabaga. Face aux députés pour cette séance de questions orales, le ministre des Infrastructures et des Transports, Nissao Nyonfam, le commissaire du gouvernement, était interpellé sur le ralentissement des travaux de réhabilitation du tronçon Saint-Joseph-Vaughan-Enfoin, la reprise des travaux de réfection de la voie de contournement de la faille d'Aledjo, 2 ans à peine après sa mise en service, et l'opportunité des travaux de réfection de l'aéroport de Niamtougou. Nous continuons d'être interpellés par les riverains et les usagers à propos du ralentissement, sinon le quasi-stop des travaux de réhabilitation du tronçon Saint-Joseph-Vaughan-Enfoin. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous nous retournons vers votre ministère pour savoir les raisons du retard et de la non-livraison des travaux à la date échue. Le gouvernement vient d'annoncer le lancement des travaux de réfection de la voie de contournement de la faille d'Aledjo
2 années à peine après sa mise en service. Cette information suscite une grande indignation au sein de l'opinion et conduit aux questions suivantes. L'attribution de ce marché a-t-elle été régulière? Les travaux ont-ils été exécutés conformément au marché? Deuxième question. Monsieur le ministre, le 23 avril 2016, le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, a lancé les travaux de réfection de l'aéroport de Niamey, dont le coût s'élève à 32,64 milliards de francs. Quelles sont les raisons qui justifient l'opportunité d'une telle opération? Depuis 2009, le gouvernement a élaboré un programme d'action prioritaire pour le développement des infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires. Dans l'optique de désenclaver les différentes régions du pays, faciliter le transport des personnes et des biens et soutenir la croissance économique. Si l'exécution de certains de ces ouvrages a été un succès, d'autres par contre, comme c'est le cas de la voie de contournement de la faille d'Aledjo et du tronçon Lomé-Vogan, ont connu des défaillances. Des manquements que le ministre Nyon Pham s'est employé à expliquer aux élus du peuple. Le projet d'élimination des points critiques dans les traversées d'Aledjo et de Defalé, le titulaire du marché, c'est-à-dire l'entreprise, c'est la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées. Le contrat étant de type clé en main, la Société nationale chinoise des ponts et chaussées avait en charge les prestations d'études, de conception, de l'exécution et du contrôle, ainsi que de la surveillance des travaux. C'est sur cette base que l'entreprise a travaillé selon les normes chinoises. Tout le dossier technique était de type chinois, comme pour tous les projets financés par la République populaire de Chine. L'entreprise, l'appel d'offres, a été effectué par le gouvernement chinois qui a retenu l'entreprise qui devrait travailler dans le souci de mieux apprécier la réalisation et la qualité des travaux. Le maître d'ouvrage que nous sommes a procédé au recrutement sur financement de la Banque ouest-africaine de développement d'un bureau de contrôle indépendant à qui il est dévolu le rôle de mission de maître d'œuvre. Les raisons de l'absence d'alerte sur la mauvaise qualité de l'exécution des travaux lors des contrôles techniques. Le contrôle technique des travaux est quotidien. Pour passer d'une étape à une autre au cours de l'exécution des travaux, la mission de contrôle donne son approbation à l'entreprise sur l'étape suivante à réaliser. C'est ainsi qu'au cours des travaux, il y a eu des malfaçons qui ont été corrigées, notamment le rejet par la mission de contrôle des matériaux de mauvaise qualité, la destruction du mauvais béton, l'enlèvement des matériaux déjà mis en place et dont les résultats des essais sur place et au laboratoire furent mauvais. Tous les travaux de remise en place de l'ouvrage ont été faits à la charge totalement de l'entreprise. L'État togolais n'a pas déboursé un seul franc. Là, je passe sur la route Lomé-Vogan. Les difficultés, pourquoi les travaux n'avancent pas? Il faut d'abord dire qu'il y a eu des difficultés techniques. C'est que l'exécution de la route est confrontée, comme tous les autres projets, pour la plupart des travaux qui sont achevés ou en cours d'exécution, à des difficultés indépendantes de l'entreprise. Ces difficultés sont, entre autres, la non-effectivité du déplacement des réseaux des services concédés. L'eau, l'électricité, le téléphone. Il faut déplacer tous ces réseaux pour permettre à l'entreprise de disposer de l'emprise pour effectuer ces travaux. Pour ce qui concerne toujours Lomé-Vogan, en partant du collège Saint-Jean, il y a eu un problème d'assainissement qui s'est posé. Le problème d'assainissement donc qui se pose sur la section urbaine allant du collège Saint-Jean à Kégué, c'est-à-dire jusqu'au un peu après même
le passage supérieur du grand contournement. En effet, le plan directeur d'assainissement de la ville de Lomé n'étant pas mis en œuvre, la section collège Saint-Joseph-Kégué manque d'exutoire pour la canalisation finale des eaux pluviales. Ce manque a induit une insuffisance dans le schéma d'assainissement préconisé par l'entreprise, au risque qu'au moindre pluie, les quartiers de Tokoin-Novici et Dranawe, au niveau de la pharmacie des Lilas et Kégué, tous ces quartiers soient dans l'eau. Donc, nous avons demandé à l'entreprise d'arrêter les travaux pour permettre qu'avec les services de l'assainissement compétents, qu'un travail de fond soit fait pour que la construction de la route ne crée pas des problèmes, surtout des problèmes d'inondation. La route Lomé-Vaughan est une route vitale, non seulement pour la mobilité des personnes et des biens, mais aussi, surtout, pour son importance économique, car elle dessert une zone minière et agricole très importante de notre pays. Donc c'est pourquoi le gouvernement s'attelle à trouver des solutions urgentes pour permettre la reprise dans les meilleurs délais des travaux qui devront être achevés au plus tard à la fin de cette année. En ce qui concerne les travaux de réfection de l'aéroport de Niamtougou, le ministre des Infrastructures et des Transports a justifié sa réalisation par l'impérieuse nécessité de créer des conditions favorables pour le développement de la région, l'émergence du Togo et le respect des normes et exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour ce qui concerne l'aéroport international de Niamtougou, qui n'est que la seconde phase du programme, sa réhabilitation était devenue nécessaire, voire impérative. En effet, l'essor de l'aéroport international de Niamtougou, construit dans les années 80, s'est trouvé vite confronté à la vétusté de ses infrastructures et équipements qui ne répondaient plus aux normes internationales. À l'heure où l'espoir renaît, le gouvernement donc s'est engagé à redonner dans un proche avenir une vitalité économique plus accrue à toutes les régions économiques de notre pays. C'est dans cet esprit qu'il s'est engagé de développer de nouvelles activités telles que le transport passager, consistant à la mise en place du transport intérieur, les vols intérieurs, le pèlerinage à la Mecque, le fret, par exemple l'exportation des produits agricoles, la construction d'un centre de maintenance d'avions, la construction d'une école de formation et de recyclage des pilotes, la formation du personnel aéronautique de base ou d'appui. Au plan international, l'aéroport international de Niamtougou, du fait de sa situation géographique centrale, par rapport aux aéroports principaux d'Afrique de l'Ouest, que sont Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, Tamale, Bouaké, Ouaga et Niamey, et même Kano, peut servir de plateforme de déroutement pour les compagnies aériennes. Par ailleurs, au plan sécuritaire, l'aéroport international de Niamtougou abrite la base chasse, une composante de notre armée. À l'heure de l'insécurité grandissante, le projet devrait contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale a salué la volonté et la détermination du gouvernement de doter le Togo d'infrastructures modernes pour soutenir l'activité économique. Je voudrais remercier le ministre d'être venu répondre à nos questions. Ça nous a permis donc d'échanger et de connaître les raisons pour lesquelles le gouvernement a choisi de réaliser ces ouvrages, ces infrastructures. Pour le ministre, il s'agit donc de, en même temps que
on réalise des infrastructures de développement, port, aéroport, routes, on s'occupe en même temps du social. Ça, on ne peut pas en douter. Nous sommes les députés, c'est nous qui votons le budget et nous voyons au fur et à mesure des réalisations dans nos différentes localités. Cette séance de questions orales répond aux prérogatives de l'Assemblée nationale dans le contexte du contrôle de l'action du gouvernement pour le bien-être des populations. Voilà les députés qui se réunissent à nouveau lundi prochain, 20 juin, à 9h au Palais des Congrès de l'Assemblée nationale. Ce sera pour la 11e séance plénière de la première session de l'Assemblée nationale. C'est ce que dit ce communiqué du président Dramani. Lomé, capitale la semaine prochaine des diplomates de l'Union européenne en poste en Afrique. En toile de fond de cette rencontre, le partenariat Afrique de l'Ouest Union européenne. L'annonce de cette grande réunion a été faite cet après-midi à Lomé devant la presse. Les précisions de Charlotte Ronsimé. Au 24 juin prochain, les ambassadeurs, les chefs de délégation de l'Union européenne de l'Afrique de l'Ouest et le comité d'orientation stratégique de l'Union européenne avec la CEDEAO et l'UEMOA seront tous à Lomé. Au cœur de cette rencontre régionale, le partenariat entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Une grande réunion régionale entre l'Union européenne et les institutions régionales de l'Afrique de l'Ouest, plus de représentants ministériels de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest autour de cet événement qui s'appelle Comité d'orientation stratégique et qui va avoir lieu les jeudis et vendredis de la semaine prochaine à Lomé. Autour de ça, on a organisé la conférence des ambassadeurs de l'Union européenne pour l'Afrique de l'Ouest qui va avoir lieu les lundis et les mardis à Lomé, et aussi une rencontre avec des citoyens européens les mercredis, justement pour échanger plus à l'interne sur les défis et sur les problématiques européennes actuelles. Paix, sécurité et stabilité régionale, intégration économique régionale, aide au commerce, résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces trois principaux axes d'intervention de l'Union européenne dans la sous-région feront l'objet de débats, de même que les questions de la migration et de la sécurité maritime. Et sur ce point, le ministre Doucet rassure sur la conférence d'octobre prochain à Lomé. Ce sommet aura bel et bien lieu à Lomé le 15 octobre. L'objectif de ce sommet, c'est l'adoption et la signature d'une charte qui sera la première charte africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Lomé, la capitale togolaise, retrouve sa place dans l'organisation des conférences internationales. La rencontre de la semaine prochaine est aussi une occasion d'échange et de partage pour les opérateurs économiques. C'est avec beaucoup de joie que nous allons accueillir les délégations de toute l'Afrique de l'Ouest et des délégations européennes pour ces deux réunions importantes. Et au-delà de cela, c'est notre ville, la ville de Lomé, qui non seulement sera connue, mais c'est notre économie qui est en train de se redynamiser parce que toutes ces personnes et ces personnalités qui viennent de l'étranger vont résider dans les hôtels au Togo, à Lomé, et vont se restaurer, etc. Donc tout cela contribue également à améliorer le panier de la ménagère qui voit notre tourisme, notre économie et nos commerces prendre beaucoup plus d'ampleur dans la sous-région. La rencontre connaîtra aussi une touche culturelle avec la pièce de théâtre Atterrissage de l'auteur togolais Kani Alem. Également à l'agenda de la session de Lomé, la visite de la route Lomé-Cotonou, un projet cofinancé par l'Union européenne. Et pour que les hôtes attendus se retrouvent aisément dans la capitale, une carte de Lomé a été élaborée. Elle met en exergue les grands édifices avec les œuvres d'art de l'artiste togolais Paul Haï. Et on vient de l'entendre parmi les sujets à l'ordre du jour de cette rencontre de Lomé, bien la sécurité maritime, un défi pour tous, d'où la mutualisation des forces et compétences. Illustration avec cet exercice dans les eaux togolaises, Memo 2016-3, et bien c'est le nom de l'opération. Elle a mobilisé aux côtés de la marine togolaise, les marines françaises et riveraines du golfe de Guinée. Le récit, Adolphe Paca. Fictive, savamment montée pour cet exercice, gestion de crise en mer. Le centre des opérations de la Marine nationale reçoit un appel venant de l'Interpol. Un navire est suspecté dans les eaux togolaises.
Très rapidement, le commandant de la marine fait appareiller un patrouilleur et informe le préfet maritime. L'autorité demande alors un renfort aérien pour vite repérer le suspect et recueillir des informations sur ses activités. Après une visite suivie de contrôle, une quantité de drogue est décelée à bord de ce navire, aussitôt dérouté sur le port de Lomé. Pour une investigation plus approfondie, c'était là juste un exercice de simulation. L'opération se passe à environ 16 nautiques, soit 30 km de la côte du port autonome de Lomé. Après accostage, une minutieuse investigation a été menée par la marine nationale togolaise de concert avec la marine nationale française. La marine togolaise est intervenue à bord du Lavallée pour mener une enquête de pavillon, a découvert des indices suspects, en particulier des petits colis de drogue factice, et que le bâtiment a été dérouté ici en escale à Lomé pour poursuivre les investigations, arrêter les trafiquants. La réussite de cet exercice se trouve beaucoup plus dans l'atteinte de l'objectif recherché, à savoir l'amélioration du niveau opérationnel des différentes entités impliquées dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritime au Togo et dans le golfe de Guinée. Au cours de cet exercice, les différents acteurs ont pu tester leur interopérabilité ainsi que leur propre capacité dans le suivi et l'évolution d'un navire suspect de transporter de la drogue. Ce genre d'exercice s'inscrit dans la continuité du sommet de Yaoundé tenu en 2013. Sommet au cours duquel les États de la CEDEAO et de l'Afrique centrale se sont engagés à renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. La coopération française est notable dans la conduite des opérations. La santé, un peu comme partout en Afrique, la prévalence au VIH/SIDA est plus élevée en milieu urbain. L'Union des communes du Togo dresse le même constat. Elle va donc en croisade contre le phénomène en définissant un plan stratégique. Le contenu du document Antoinette Omaogovo. Les communes s'engagent pour mettre fin à l'épidémie du VIH/SIDA d'ici 2030 dans les villes du Togo. Pour y arriver, des plans d'action ont été élaborés par l'Union des communes du Togo en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA CNLS pour accélérer la riposte dans les villes de Lomé, Atakpamé, Sokodé et Kara. Étant donné que nous connaissons mieux nos populations et là où les problèmes se situent, nous pensons qu'en collaborant avec ceux qui sont déjà sur le terrain pour la lutte contre le VIH/SIDA, la lutte sera encore plus efficace. Au Togo, le taux de prévalence est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, 3,5% contre 1,6%. Ces plans d'action cadrent avec la stratégie de lutte contre le VIH/SIDA mise en place par l'ONU-SIDA. Il est question que les maires puissent s'engager à s'impliquer dans la lutte contre le VIH au niveau local, en développement des politiques locales, mais également en finançant des activités propres à leur commune, sur les aspects de plaidoyer, de sensibilisation et d'information, de telle sorte qu'on puisse atteindre des objectifs 90-90 de l'ONU-SIDA, qui sont 90% de personnes qui devraient connaître leur statut sérologique, et 90% de ces personnes qui ont un statut sérologique malheureusement positif puissent avoir accès au traitement antirétroviral, et que 90% de ces personnes qui ont un traitement antirétroviral puissent avoir une charge virale indétectable. Ces plans d'action qui visent à renforcer les services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH et de la tuberculose à la base viennent soutenir les initiatives nationales menées par le CNLS. Le Togo élabore des plans stratégiques quinquennaux. Et donc, ces plans se basent souvent sur deux axes majeurs, notamment la prévention. Et le second axe en général, c'est la prise en charge. Cette stratégie pilote expérimentée dans les villes fera tâche d'huile pour s'étendre aux autres. Cette initiative fait suite à l'engagement pris par les présidents des délégations spéciales de 21 communes du Togo à la déclaration de Paris sur l'élimination totale du VIH/SIDA dans le monde.
Et ceci vous intéresse aussi, et sachez que l'Institut national d'hygiène a un nouveau laboratoire, un laboratoire de virologie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est dans ce laboratoire, vous pourriez par exemple faire vos analyses de biologie moléculaire qui permettent d'isoler les virus responsables des grippes et autres pathologie. La structure a été financée par les États-Unis, inaugurée ce vendredi. Nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines éditions. Et voici le bulletin de santé de Ecobank. L'établissement se porte bien, très bien même. L'exercice 2015 est bon. Ecobank déclare une dividende de 48,2 millions de dollars. La bonne nouvelle pour les dirigeants à la 28e Assemblée générale tenue donc ce jour. Eh bien, ils ont été reconduits pour les 3 prochaines années par les actionnaires. Esther Laclé. Mandat renouvelé pour Adé Ayeyemi et son équipe. Ils vont poursuivre leur mission à la tête d'Ecobank pour les 3 années à venir. Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire en ont décidé ainsi. Il ressort de cette 28e rencontre du genre la déclaration d'un dividende d'Ecobank de 48,2 millions de dollars, soit 24 milliards de francs CFA. L'Assemblée générale a également approuvé les comptes de la société pour l'exercice 2015 et l'affectation des bénéfices d'un montant de 60,77 millions de dollars, soit plus de 30 milliards de francs CFA. Une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui a approuvé plusieurs autres résolutions. En 2015, nous avons classé les créances douteuses. Nous avons pris les provisions vis-à-vis de certains prêts qui nécessitaient des provisions. Qui vous souviennent, en tant qu'institution africaine, il y a également, nous sommes en train d'aspirer à respecter les normes internationales. Quand vous appliquez les normes internationales, ça nous oriente sur comment nous devons trouver les solutions à nos problèmes. Et cela a été fait. Et pour l'avenir, si nous voulons apprendre, nous devons faire beaucoup plus attention à l'avenir. Mais nous travaillons également dur que accorder des prêts, ce n'est pas la seule manière de se faire de l'argent. Il nous faut innover pour trouver d'autres produits que nous pouvons servir aux clients. À l'heure où la chute du prix de pétrole, la dévaluation de monnaie et d'autres défis ternissent l'image des institutions financières, les premiers dirigeants de la Banque panafricaine sont conscients de leur mission. L'intention du conseil d'administration et de la direction, c'est de chercher ces opportunités qui s'offrent pour voir comment on peut tirer profit davantage de cela et quels sont les risques que nous devons éviter là où il y a des difficultés. Dans le premier trimestre de cette année, nous avons déclaré des profits avant impôt de 104 millions de dollars. Ça dit que la direction et le conseil d'administration travaillent dur. Quel que soit l'environnement, nous devons assurer les meilleurs résultats pour la banque. Créée à Lomé en 2008, Ecobank Transnational Incorporated est présente dans 39 pays, dont 36 africains. Elle dispose d'un effectif de 19 568, de 2000 agences et bureaux avec 11 millions de clients, 2773 distributeurs automatiques pour 12 000 milliards de francs CFA de total bilan et de 4 000 milliards de francs CFA de total capitaux propres. Et avec un tel bilan, eh bien, on ne peut aller que de l'avant. Aller de l'avant, c'est justement le nom de la nouvelle campagne que vient de lancer Ecobank en marge de cette 28e Assemblée générale. Et nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines éditions. On termine sur ce communiqué du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique qui informe les artistes, les promoteurs et les acteurs culturels désireux de soumettre les demandes de financement au Fonds d'aide à la culture qu'ils peuvent consulter le dossier de l'appel à projet édition 2016 dans la parution du quotidien national Togo Presse du mercredi 22 juin 2016. Fin donc de cette édition, je vous souhaite un excellent début de week-end et une belle soirée.